Certaines choses ne peuvent pas être inventées, parce qu'elles ont été signées par des juges, des médecins et des prêtres. Avant de commencer, si ces affaires documentées dans des archives officielles vous fascinent, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas de la fiction. Ce sont des cas avec des dates précises, des noms vérifiables, des procès-verbaux judiciaires, des rapports médicaux, des déclarations signées sous serment par des fonctionnaires de l'Église et de l'État. 4 affaires où ce que les témoins ont vu a été mis par écrit dans des documents officiels qui existent encore aujourd'hui. En septembre 1632, dans la ville de Loudun, en France, quelque chose d'étrange commença à se produire dans le couvent des Ursulines. La prieure, mère Jeanne des Anges, et plusieurs de ses sœurs commencèrent à se plaindre d'apparitions nocturnes, d'une présence, d'une voix. Rapidement, les comportements s'aggravèrent, des convulsions, des blasphèmes, des corps qui se tordaient dans des positions que l'anatomie humaine ne permet pas, des langues qui proféraient des obscénités en latin dans une ville où les femmes de ce rang n'avaient pas accès à ce genre de vocabulaire. Il y a des choses que la raison ne peut pas expliquer. Celle-ci en est une. Ce qui rendait l'affaire de Loudun unique dans l'histoire des possessions documentées, c'est qu'elle se déroulait dans un contexte de pouvoir royal, d'intrigue politique et d'enregistrement systématique. Le cardinal Richelieu, Premier ministre du roi Louis XIII, s'impliqua personnellement dans l'affaire. Un commissaire spécial, Monsieur de Laubardemont, fut envoyé par le roi pour surveiller l'enquête. Les exorcismes publics, réalisés 2 fois par jour, attiraient des foules de milliers de personnes venues de toute la France. Des notaires royaux étaient présents pour consigner les déclarations des démons identifiés par nom lors des séances. Ce n'était pas une affaire de village, c'était une affaire d'État. Les noms des démons qui auraient pris possession des nonnes furent officiellement enregistrés par les exorcistes et les notaires présents. Asmodée, Léviathan, Béhémoth, Astaroth, Issacharon et d'autres entités de la démonologie catholique. Lors des séances, les nonnes décrivaient en détail des événements privés dans la vie de personnes présentes, des confessions, des signes secrets, des actes que personne d'autre ne pouvait connaître. Certains notaires qui enregistraient les séances demandèrent à être exemptés de continuer après avoir entendu des informations les concernant personnellement qui, de l'avis de tous, ne pouvaient avoir été obtenues que par des moyens naturels. La cible de l'accusation des nonnes fut le père Urbain Grandier, prêtre de la paroisse Saint-Pierre du Marché. Grandier était un homme charismatique avec de nombreux ennemis dans la ville, dont Richelieu lui-même. Il ne s'était jamais rendu au couvent, il n'avait jamais rencontré les nonnes possédées. Mais selon les déclarations enregistrées lors des exorcismes, c'était lui qui avait conclu un pacte avec le diable et envoyé les démons. Voyez ce que dit mère Jeanne des Anges, prieure du couvent, dans les dépositions officielles conservées dans les archives françaises de l'époque. « Je ne peux pas décrire ce que nous avons vécu autrement qu'en disant que nous n'étions plus nous-mêmes. Il y avait en moi quelque chose qui voulait ce que je ne voulais pas, qui disait ce que je ne voulais pas dire, qui accomplissait devant tous des actes dont je n'aurais jamais été capable et dont j'avais honte au plus profond de moi. Je hurlais des blasphèmes en latin, du latin que je ne connaissais pas, et je n'avais aucun moyen de m'arrêter. Ce que nous avons vécu à Loudun ne peut pas être expliqué par la médecine de notre époque. Il ne peut pas être expliqué par la médecine d'aucun temps. Je ne peux répondre qu'à ce que j'ai ressenti et vu. Et ce que j'ai vu m'a accompagné jusqu'à ma mort. Le 18 août 1634, Urbain Grandier fut reconnu coupable de sorcellerie par la commission royale. Il fut torturé, ses jambes brisées par le bredequin, instrument de torture qui fracasse les os, sans jamais avouer. Il fut brûlé vif sur la place publique devant plus de 6000 personnes. Son seul dernier mot d'importance était une déclaration d'innocence. Les possessions ne cessèrent pas avec sa mort. Les exorcismes publics continuèrent jusqu'en 1638. Le père Jean-Joseph Surin, arrivé comme exorciste en 1635, développa lui-même des symptômes de possession en travaillant avec mère Jeanne des Anges et passa 20 ans dans un état psychologique catastrophique avant de se rétablir. L'affaire de Loudun reste l'un des cas de possession collective les mieux documentés de l'histoire. Les archives judiciaires, les comptes rendus des notaires, les rapports des médecins et les témoignages de centaines de personnes qui assistèrent aux exorcismes existent dans les archives nationales françaises.
Et la question que personne n'a jamais pu résoudre reste entière. Comment 17 femmes éduquées ont-elles pu savoir des choses impossibles à savoir? Si vous appréciez cette enquête, laissez un commentaire. Votre engagement m'aide à continuer ces recherches. Mais si l'affaire de Loudun pourrait encore être attribuée à une hystérie collective d'autre époque, le cas suivant s'est produit en 1906, dans un pays moderne, avec des témoins qui ont signé des déclarations officielles et dont les archives ont survécu à un siècle entier. Clara Germana Sellé était une jeune femme de 16 ans en 1906, élève de l'école catholique Saint-Charles à Natal, en Afrique du Sud. Selon le dossier officiel de la diocèse de Natal, les symptômes commencèrent après qu'elle avait confessé avoir conclu un pacte avec le diable étant enfant, une confession qu'elle fit spontanément à sa directrice spirituelle. Peu après cette confession, son comportement changea radicalement. Il y a des choses que la raison ne peut pas expliquer. Celle-ci en est une. Clara commença à exhiber ce que les témoins, dont 2 prêtres et des dizaines de religieuses, décrivèrent comme une connaissance surnaturelle. Elle révélait des secrets que personne ne lui avait confiés. Elle comprenait et répondait en plusieurs langues qu'elle n'avait jamais étudiées. Allemand, français, polonais, langues africaines. Elle montrait une aversion physique violente à tout objet sacré. Eau bénite, images religieuses, le signe de la croix. Et elle lévitait. 170 personnes ont signé des déclarations témoignant avoir vu Clara Germana Sellé flotter sur son lit, pas quelques centimètres, à la hauteur d'un homme adulte debout. Elle devait être maintenue au sol par les personnes présentes. Ces déclarations existent. Les archives diocésaines les conservent. Les noms, les signatures, les dates sont vérifiables. Voyez ce que dit le père Hornor, le prêtre qui dirigea les exorcismes dans le rapport officiel soumis à l'évêque de Natal. J'ai mené 2 sessions d'exorcisme sur Clara Germana Sellé, avec l'autorisation écrite de l'évêque. Ce que j'ai observé dans ces sessions défie toute explication naturelle que je connaisse. La jeune femme lévitait pendant les prières. J'ai touché ses pieds pour vérifier qu'il n'y avait pas de superfucherie. Aucun appui n'était possible. Elle était dans les airs. Elle parlait en langue que nous avons identifiée grâce à des locuteurs natifs présents. Elle répondait à des questions posées mentalement. Des questions que je formulais dans ma tête sans les prononcer à voix haute. Elle connaissait des détails de ma vie personnelle qu'aucun être vivant à Natal ne pouvait connaître. Après le 2e exorcisme, tout cela cessa. Clara retrouva sa vie normale. Elle n'a plus jamais manifesté aucun symptôme. J'ai soumis mon rapport complet à l'évêque. Il est archivé. Ce que j'y ai écrit est la vérité telle que je l'ai vécue. Les 2 exorcismes eurent lieu en septembre 1906. Après le 2e, les symptômes cessèrent définitivement. Clara Germana Sellé vécut une vie ordinaire après ces événements. Les archives diocésaines de la région de KwaZulu-Natal contiennent encore les déclarations originelles des 170 témoins et le rapport du père Hornor à l'évêque. Et si vous pensez encore que ce type de phénomènes n'ont de place que dans les archives du 19e et du début du 20e siècle, je dois vous parler d'un homme vivant, un homme qui a étudié à Yale et Columbia University. Un psychiatre américain qui a passé des années à travailler avec des exorcistes catholiques et qui a publié en 2008 un article dans une revue académique décrivant un cas de possession dont il avait été témoin direct. Le docteur Richard Gallagher est psychiatre et professeur de médecine clinique à l'Université de New York. Il est diplômé de Yale et Columbia Medical Center. Il est consultant de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis sur les questions de possession et membre conseiller de la Fraternité sacerdotale de Saint-Pierre. Et en 2008, il a publié dans New Oxford Review un article intitulé « A Case of Demonic Possession » dans lequel il décrivait son expérience directe comme témoin clinique d'un cas de possession. Il y a des choses que la raison ne peut pas expliquer. Celle-ci en est une. Gallagher avait été contacté par un exorciste catholique qui lui demandait une évaluation psychiatrique d'une femme, appelée Julia dans les publications pour protéger son identité, qui prétendait être possédée. Gallagher avait accepté d'évaluer le cas avec le scepticisme que sa formation scientifique exigeait. Ce qu'il observa sur une période de plusieurs années lui fit changer d'avis sur des questions fondamentales. Julia parlait dans des langues que les tests psycholinguistiques confirmaient qu'elle ne pouvait connaître. Elle décrivait en détail des événements se produisant à centaines de kilomètres de distance au moment même où ils se produisaient, événements vérifiés après coup. Lors des séances d'exorcisme auxquelles Gallagher assistait comme observateur clinique, elle lévitait à des hauteurs que plusieurs témoins, dont lui,
mesurait et documentait. Elle connaissait des détails sur la vie privée de Gallagher qu'elle n'avait aucun moyen d'obtenir. Voyez ce que dit le docteur Richard Gallagher dans son article publié dans le New Oxford Review en 2008, la première publication scientifique américaine dans laquelle un psychiatre certifié documentait un cas de possession. Je suis entré dans cette situation comme un sceptique clinique formé dans les meilleures institutions médicales américaines. Ce que j'ai observé sur plusieurs années avec cette patiente ne correspond à aucun syndrome psychiatrique connu. La capacité à parler dans des langues non apprises, à connaître des événements distants en temps réel, à exhiber une force physique incompatible avec sa condition, à l'éviter physiquement en présence de plusieurs témoins, dont lui, mais aucun de ces phénomènes ne peut être expliqué par des diagnostics psychiatriques existants. Je ne dis pas que je sais avec certitude ce qui se passe dans ces cas. Je dis que l'hypothèse d'une cause purement naturelle ne satisfait pas les données observées. En tant que scientifique, je dois aller là où les données me mènent, et les données de ce cas m'ont amené dans une direction que ma formation médicale seule ne me permettait pas d'anticiper. L'article du docteur Gallagher fut republié et discuté dans plusieurs revues médicales. Il fut interviewé par le Washington Post, le Wall Street Journal et d'autres publications. Il est aujourd'hui l'un des experts les plus cités dans les discussions contemporaines sur la possession. Et sa conclusion, formulée avec la précision d'un clinicien et non d'un croyant, reste la même. Certains cas ne peuvent pas être expliqués par la médecine seule. Et pour clore ces 4 affaires avec des archives qui résistent à l'explication, je dois vous parler d'une famille de Pennsylvanie dont le cauchemar a duré 13 ans, a été documenté dans des registres policiers, des rapports médicaux, des archives diocésaines et a fait l'objet d'une couverture du New York Times. Jack et Janet Smurl emménagèrent dans leur maison à 30th Street Chase à West Pittston, Pennsylvania. C'était une maison mitoyenne qu'ils partageaient avec les parents de Jack. La maison semblait ordinaire. Pendant 2 ans, rien ne se passa. Puis, en 1976, quelque chose commença. Il y a des choses que la raison ne peut expliquer. Celle-ci en est une. Sur 13 années, la famille Smurl documenta une accumulation de phénomènes. Des taches qui réapparaissaient sur les murs fraîchement repeints, une plomberie qui se fissurait sans cause, des animaux domestiques qui mouraient inexplicablement, une présence invisible que chaque membre de la famille décrivait indépendamment comme malveillante. Les 2 filles de la famille, encore enfants, rapportaient voir des figures dans leur chambre. Janet Smurl fut, selon son témoignage et celui de son mari, physiquement agressée par une entité invisible à plusieurs reprises. Ces agressions furent documentées dans des rapports médicaux. En 1986, après 10 ans d'incidents, la famille Smurl contacta Ed et Lorraine Warren, les démonologistes qui avaient travaillé sur l'affaire d'Amityville. Les Warren visitèrent la maison, menèrent une investigation et conclurent qu'au moins un démon et 3 entités inférieures habitaient la propriété. Ils recommandèrent un exorcisme formel. Voyez ce que dit Ed Warren, démonologiste, dans les déclarations qu'il fit lors de l'investigation documentée de la famille Smurl. J'ai travaillé sur des centaines de cas depuis les années 50. La maison des Smurl était l'un des cas les plus sérieux que j'ai jamais rencontrés. Ce n'était pas de poltergeist. Ce phénomène se concentre généralement sur un individu et se dissipe avec le temps. Ce que j'ai observé chez les Smurl était stable, malveillant et ciblait toute la famille. Lors de notre première visite, Lorraine a immédiatement perçu une présence qu'elle décrivit comme hostile et ancienne. Moi-même, j'ai assisté à des phénomènes physiques que je ne pouvais pas attribuer à des causes naturelles. Les Smurl n'étaient pas des gens qui cherchaient la publicité. Ils avaient peur, et leur peur était justifiée. Le diocèse de Scranton autorisa plusieurs exorcismes sur la propriété. La famille déménagea temporairement. Les phénomènes les suivirent jusqu'à leur nouveau logement, ce qui fut documenté par les prêtres qui les accompagnaient. En 1986 et 1987, l'affaire était couverte par le New York Times et plusieurs journaux nationaux. Le livre The Haunted fut publié en 1988. La même année, un film télévisé fut produit avec les Smurl comme consultants. Jack et Janet Smurl ne retirèrent jamais leur déclaration. Ils maintinrent jusqu'à la fin de leur vie que ce qu'ils avaient vécu pendant 13 ans dans cette maison était réel, documenté et inexpliqué. Les archives diocésaines de Scranton contiennent les rapports des prêtres exorcistes. Les rapports médicaux concernant les blessures de Janet Smurl existent. Et les archives du New York Times conservent les articles de 1986 et 1987 sur cette affaire extraordinaire. Si vous avez regardé jusqu'ici, laissez un commentaire avec le cas qui vous a le plus troublé. Loudun et ses nonnes, Clara Selley et ses 170 témoins, le psychiatre de Yale ou les 13 années de la famille Smurl. On se retrouve au prochain épisode.